Allumage des réacteurs. Paré au décollage. 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans Rocket Talks, c'est Julie et Marine et aujourd'hui on va parler de personnalité, relations sociales et batterie sociale. Mais d'abord, bonjour Marine. Bonjour Julie. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah ça va super, enfin le premier épisode qui va voir le jour. Et oui, enfin, après beaucoup de stress, des délais... Effectivement, il y a eu plein de péripéties entre temps. C'est ça, mais c'est sorti, on est là avec vous et on est très heureuse de pouvoir commencer ce premier épisode. Comme je vous ai dit, on va parler donc de relations sociales, de la batterie sociale, mais tout d'abord on va commencer par la personnalité. Pourquoi on commence par la personnalité ? Tout simplement parce qu'il est important de savoir qui on est pour bien réagir en société. Donc j'ai un petit peu épluché quelques magazines en ligne pris sur des articles ici et là. Et sur Cosmopolitan, on retrouve la définition, du moins leur définition de la personnalité, qui se définit par un ensemble de sentiments, de comportements et d'attitudes qui font la singularité d'un individu. Ils expliquent également que c'est important du coup de connaître sa personnalité pour réagir et savoir comment on réagit face aux autres en société. Et pour connaître cette personnalité, il existe plusieurs tests. Je pense que tu le sais aussi puisqu'on en a évoqué en cours, du moins dans nos études supérieures. Le plus connu de tous, attention mon super accent va arriver, c'est le Myers-Briggs Type Indicator, donc le MBTI, qui est plus connu sous cette formulation-là, qui est un outil du coup d'évaluation psychologique, généralement utilisé par les professionnels, mis au point en 1962. C'est un test de personnalité qui repose sur 4 axes distincts. Donc la manière dont on puise notre énergie, si c'est par de l'extraversion ou de l'introversion, la manière dont on perçoit les informations, si c'est par les sensations ou les intuitions, la manière dont on prend des décisions, si c'est par la pensée ou les sentiments, et la manière dont on passe à l'action, si c'est par le jugement ou la perception. Donc Marine et moi, on a effectué ce petit test en ligne pour vous expliquer un petit peu notre ressenti et vous exposer notre personnalité. Donc on va revenir un petit peu sur les résultats que le test a eu sur nous. En tout cas, on va voir quelle est notre personnalité. Je te propose qu'on récupère les résultats et qu'on les évoque ensemble. Allez. Alors, je sais pas si t'as vu, mais il a donné des résultats en pourcentage par rapport à, du coup, la manière dont on puise l'énergie, on perçoit les informations, on prend des décisions et on passe à l'action. Je propose qu'on revienne point par point pour savoir à quel pourcentage tu perçois ces informations-là. Parfait. Déjà, est-ce que tu penses qu'on a des similitudes ? Oh, je pense, oui. Ok. Je pense, je m'avance pas trop, je pense qu'effectivement on a des similitudes, on va voir ça en tout cas. Je pense aussi. Mais à suivre, à voir. Alors le premier point, c'est la manière dont on puise l'énergie. Eh bien, étonnamment, je puise mon énergie à 69% à l'extérieur, alors que je pensais le puiser à l'intérieur. Oh. Moi, je suis à 53% extravertie aussi. On est dans la team extravertie. Voilà, ben on est... ouais. Ça m'étonne pas. Ils définissent que les personnes extraverties se prêtent volontiers aux activités de groupe et valorisent les interactions sociales. Elles ont tendance à se montrer enthousiastes et à exprimer ce sentiment. C'est vrai que tu es assez enthousiaste dans la vie. C'est vrai que c'est tout nous ça, hein, mais en même temps c'est toujours mieux pour monter des projets ou... Pour monter des projets... Non mais exactement, je vois ce que tu veux dire. Et puis aux activités de groupe aussi, ça fait toujours du bien d'avoir des liens sociaux. En tout cas, je trouve que c'est primordial. C'est ça. On va revenir un peu sur la notion de relation sociale après, mais pour moi, c'est indispensable. Donc, au niveau de la manière dont on perçoit les informations, comment tu les perçois ? Est-ce que c'est de manière intuitive ou observatrice ? Alors, moi je suis plutôt intuitive puisque je suis à 79%. Enfin, classée à 79% du moins. Toujours plus dans l'extrême par rapport à moi, mais je suis quand même pas loin, je suis à 66% intuitive aussi. Oh, ça va, dans l'extrême, tout de suite. Mais à 79%. Ça va. Bah, du coup, les personnes intuitives sont décrites comme des personnes qui sont très imaginatives, ouvertes d'esprit et curieuses. Et elles apprécient l'originalité et se concentrent sur les significations cachées et les possibilités lointaines. Là, je me retrouve, mais totalement. Eh bah, pas moi. C'est vrai ? Oui. Non, et franchement, pas moi. Je trouve pas que je suis quelqu'un de très imaginatif. Ouverte d'esprit et curieuse, oui. Mais apprécie l'originalité et les significations cachées, je sais pas.
Franchement, je sais pas, je pense pas que je sois imaginative pour le coup là. Après, C'est pour ça que je suis qu'à 66%. Hein. voilà, après tu te rapproches quand même plus des 50%, donc ça se trouve t'es dans la moyenne entre guillemets. Moyenne un peu plus haute quand même. Ouais, plus haute, mais bon, moins Mais que moi, je suis à bah presque oui, à toi, 80. Oui, toi t'es full, hein. C'est ça. Donc après, la manière dont on puise les informations, il y a la manière dont on prend les décisions. Est-ce que tu prends des décisions de manière sentimentale, Marine, ou par la pensée? Alors, sans grande surprise, hein, moi, la plupart de mes décisions et de mes engagements sont faits par les sentiments, donc à 68% avec les sentiments et pas avec mes intuitions. Et ben je suis pas si loin, je suis à 63% par les sentiments. Je suis vraiment dans l'extrême comparé Oui, à toi. oui. Enfin, toujours plus haut Toujours comparé à plus. toi. Donc comment sont décrites les personnes sentimentales, j'ai envie de dire. Les personnes de type sentiment apprécient l'expression émotionnelle et la sensibilité. Elles accordent beaucoup d'importance à l'empathie, à l'harmonie sociale et à la cohésion. Et là, je suis totalement d'accord. Effectivement. Je suis très vite empathique. Mm. Et l'harmonie sociale, le faire que tout le monde s'entende bien en général, éviter les problèmes. C'est ça. Mais ça peut être un défaut comme une qualité. Parce Exactement. Au final, tu es empathique, tu arrives à comprendre ce que ressentent les autres, tu veux que tout se passe bien pour tout le monde, mais en même temps, ça te coûte quand même un peu parce que tu ressens tout, quoi. Tu te plies en quatre, en fait, C'est ça, pour faire que tout se Pour passe tout bien. le monde. Exactement, non, mais je comprends totalement. Ça ne m'étonne pas de nous. Et donc la dernière, c'est la manière dont on passe à l'action, si on le fait par le jugement ou la perception. Alors laisse-moi deviner pour toi, mais je pense que t'es comme moi par la perception. Non. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis, bon, encore une fois, un peu dans l'extrême, mais à 61% dans le jugement. C'est mon côté Gémeaux, ça. Moi, je juge. T'es dans le jugement? Oui. Mais du coup, Mais tu première vois, fois, on n'est pas en raccord oui, là. c'est vrai. Mais tu vois, pour expliquer, du coup, les personnes dans le jugement sont résolues, minutieuses et très organisées. Et moi, je me trouve très organisée. Elles apprécient la clarté, la prévisibilité et l'accomplissement. Moi, alors j'aime pas trop quand c'est prévisible, mais en même temps, ça me conforte. Ça me rassure. Clairement, moi je te connais pour quelqu'un d'être très organisé, de prévoir les choses à l'avance. Quand on organise quelque chose, en tout cas, C'est faut ça. que tout soit carré, à quelle heure, à quel endroit, où on va. Au final, en fait, ça te correspond plutôt bien, mais première fois, on n'est pas C'est en vrai. accord parce que moi je suis à 60% prospection et les personnes de type prospection sont très douées pour improviser et s'adapter aux opportunités. Elles ont tendance à être des anticonformistes flexibles qui privilégient la nouveauté à la stabilité. Moi j'adore ça. Quand ça bouge au dernier moment, qu'on prévoit les trucs au dernier moment, moi c'est ce qui me convient. Mais du coup, Mais au on est moins, on se très complète. différentes là-dessus. Ah bah On se effectivement, on se complète. Mais je suis surprise. Ouais, moi aussi. Mais ça, surprise, oui et non. Parce que... Oui, au final ça te correspond bien. Bah, nous connaissant, Oui. Voilà. Mais on peut pas être pareil sur tout. Non, mais on se encore complète heureux. bien. Bon. Et il y en a un petit dernier Oui, il y qui en a un n'est petit pas, dernier qui était pas... pas précisé. Non. Mais au niveau Pas de pour moi. l'identité, est-ce que tu es plus prudente ou assurée? À ton avis? Je pense que tu es plus assurée. Mais peut-être pas dans l'extrême. Bah je suis à 58% prudente. Ah, bon, bah on est pareil, je suis à 79%. Et oui, bah toi toujours De dans toute le... façon, moi c'est soit l'un, soit l'autre. Mais d'accord, très bien. Donc comment sont définies, Marine, les personnes prudentes? Alors nous sommes soucieuses d'elles-mêmes et sujettes au stress. Bien évidemment, le stress, ça nous connaît. On ressent un sentiment d'urgence dans les émotions et on a tendance à être motivé par le succès, perfectionniste et désireuse de s'améliorer. Effectivement, vous allez souvent nous entendre, enfin peut-être pas nous entendre, mais le voir dans les podcasts, comme quoi on va toujours s'améliorer, toujours faire au mieux. Travailler un max pour voilà. donner quand même du contenu. De qualité. C'est ça, un minimum. Un minimum quand même. Mais oui, on rappelle encore une fois qu'on n'est pas des professionnels, mais on essaye de s'approcher au mieux pas de l'excellence, mais Non, là on est très du loin. mieux qu'on peut faire, quoi. Le mot d'ordre c'est on fait de notre mieux. Exactement. Et c'est déjà très bien. Exactement. Donc au final, quel est ton type de personnalité donné par le test, Marine? Alors du coup, moi je suis protagoniste, c'est-à-dire, mais je pense qu'on va être dans la même catégorie. Est-ce que tu es dans la catégorie des verts? J'ai l'impression qu'on est des Power Rangers. Oui, alors pour expliquer un petit peu, ils ont donné 4 familles de personnalités où on retrouve à l'intérieur d'autres personnalités. Et les familles, donc il y a les analystes, les diplomates, les sentinelles et les explorateurs. Et je me retrouve dans les diplomates, donc effectivement en vert. Parfait. Moi, je suis un inspirateur. Pas mal. Hey. Est-ce qu'on donne la définition? Oui, on donne la définition. Très bien. Alors, pour moi, protagoniste, on est des optimistes qui inspirent les autres et agissent sans hésiter pour faire ce qui leur semble juste. Hey. C'est pas mal.
Ça me caractérise bien, je trouve. Ça Oui. va. Je Plutôt valide. bien. Pour ma part, les inspirateurs sont des esprits libres, enthousiastes, créatifs et sociables qui trouvent toujours une raison de sourire. Donc la fin est 100% moi, hein, qui C'est trouve ça. toujours une raison de sourire. Créatif, je suis toujours pas trop d'accord avec ce terme, mais ça me définit pas trop, je trouve. Mais bon, et sociable, je pense on peut dire que oui. Oui, je confirme. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la suite. J'ai prévu quelques petits trucs. Avant de passer sur les influences de la société, on va faire un petit jeu. Oui. Est-ce que tu es partant? Je suis partante toujours. Alors, pour la petite explication, le jeu est autour des émotions. Ah, bah ça me connaît ça. Donc, c'est un jeu très simple, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour le préparer, celui-là, pour le coup. Mais vous allez voir dans les podcasts, on va souvent faire des petits jeux de temps en temps, pour avoir un esprit un petit peu plus ludique. Et donc, ce jeu en question, c'est par rapport aux 4 émotions de base. Je pense que tu les connais, mais on va pas les citer tout de suite. Et en fait, je les ai personnifiées. Donc, je vais te raconter des petites histoires sur des petits personnages, et tu vas devoir deviner à quelle émotion ils correspondent. Ok. Donc tu peux, si tu as une idée, donner directement l'émotion qui correspond, ou tu peux attendre la fin. Si vraiment tu as un doute, tu peux te dire ok, bah, je me le garde pour plus tard. Je pense que ça va être très facile. Vous pouvez jouer aussi chez vous, parce que c'est assez sympa, mais je pense que ça va être assez simple. Très bien. Donc je te fais la description du premier personnage. Mélanie est une jeune étudiante en droit. Elle commence sa journée avec un bon café et une grande respiration. Elle va à la fac à pied pour admirer chaque petit détail sur son trajet. Elle est entourée d'amis et de familles qui aiment discuter et rigoler avec elle. Mélanie adore les plantes et aime s'asseoir sur un banc pour profiter de la douceur du bruit des feuilles qui tombent en automne. Est-ce que tu as une petite idée ou tu veux que je continue? Mélanie a l'air de vivre sa meilleure vie quand même. Ah effectivement, j'aime bien la vie de Mélanie en Oui, tout cas. c'est sûr. J'ai peut-être une petite idée, Petite idée? mais je suis pas sûre. Je te laisse continuer. Ok, on passe au personnage numéro 2. Marion, elle vit complètement. Elle aime ressentir les choses avec intensité, mais en général, elle aime garder son ressenti pour elle. Elle adore marcher des heures sous la pluie avec de la musique dans son casque, en se remémorant des souvenirs du passé. Elle a quelques amis, mais ils ne restent jamais très longtemps dans sa vie, car ils lui reprochent souvent de ne pas assez rigoler. C'est tristoun. Ouais. La pauvre. On va passer au personnage numéro 3. À moins que tu aies une idée là pour... Non, je te Mélanie. laisse défiler comme ça, je On vois. défile. Alors, Pauline, elle ressent plein d'émotions. Elle n'arrive pas trop à les définir elle-même d'ailleurs. Elle agit avec impulsivité et prend souvent des décisions sur un coup de tête. Elle peut tout envoyer balader du jour au lendemain et partir à l'autre bout du monde. Les gens l'évitent en général. Quand elle se balade dans les couloirs de la fac, le monde autour s'écarte. Ouais, ok. Ah, un petit doute là. Ouais, Un petit doute s'installe. Je m'attendais à quelque chose, mais pas à la fin. Pas cette fin-là. Oula. Et donc, la 4e, c'est Sophie. Sophie, elle se fait discrète. Elle n'ose pas parler en cours malgré qu'elle connaisse toutes les bonnes réponses. Elle a réussi à se faire une amie cette année avec qui elle partage tout. Elle l'admire énormément et aimerait devenir comme elle. Sophie est très vite effrayée quand Pauline débarque dans les couloirs. Ouh. Pauline, Oula. c'est une terreur. Hein. Ah, un peu. En tout cas, je pense que Mélanie, c'est la première Ouais, Mélanie. c'est ça, Mélanie. Mélanie, je pense que on est sur de la joie pure. Exactement. Parce C'est ça. qu'elle vit sa meilleure vie, donc je pense qu'on est sur de la joie pure. Exactement, t'as bien trouvé. Je crois que c'est Pauline, qui est un peu un tyran. Je Ouais. pense que c'est la colère. Oui. Ah, voilà, on est bon. Ah. Là, on est pas mal. Il y avait Marion qui marchait sous la pluie. Ouais, Marion, au début, j'aurais dit de la mélancolie, mais du coup, la mélancolie se pas une émotion rapproche de à base la tristesse. Totalement. Bon, C'est ouais, la ça, ça tristesse, va. l'émotion de base qui fait référence à la mélancolie, effectivement. Par contre, la 4e, la peur. Exactement. Oui, il y a la peur de Bah Pauline, oui. mais oui. ça paraît logique. Effectivement, la 4e, c'était la peur. Tu as tout trouvé. C'était un Aïe. petit jeu assez simple pour débuter, en tout cas, les séries de podcasts. Mais il y aura un petit jeu, peut-être pas tout le temps, on Oui. va voir, c'est en fonction de mon imagination. Comme je l'ai dit, je suis pas sûre d'être très créative. Mais si, Mais, mais si. Faut se faire confiance, Julie. Mais du coup, voilà, c'était pour le petit jeu. Je sais pas si vous avez trouvé chez vous, si vous avez essayé de jouer ou pas. D'ailleurs, si vous avez attendu les réponses de Marine pour avoir la bonne réponse. N'hésitez pas à nous dire sur Instagram ce que vous pensez Oui. du format du podcast, mais aussi si vous jouez avec nous de chez vous. De mettre votre note aussi, Voilà. sous le post, de mettre votre note au jeu, si vous avez eu 4 sur 4 ou pas. Et nous, on va passer aux influences de la société. Donc on va parler là, cette fois-ci, de relations sociales. Une fois qu'on a bien défini notre personnalité, on peut enfin rentrer dans le dur
des relations sociales. Donc, qu'est-ce que les relations sociales ? Je suis allée un petit peu dénicher dans le dictionnaire, donc je suis pas allée très loin, hein. Dans le dictionnaire, la C'est déjà définition... Je suis allée dénicher dans le dictionnaire, du coup, la définition de relation sociale. Il nous redirige surtout vers la relation. Et la relation, la définition qui nous intéresse, c'est le lien de dépendance ou d'influence réciproque entre personnes. Au pluriel, c'est le fait de se fréquenter. Donc il y a les relations humaines, relations d'amitié, amoureuses, relations professionnelles, de voisinage, nouer des relations avec quelqu'un, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et effectivement, j'ai trouvé que c'était très juste que... Enfin, oui, c'est une définition, donc effectivement c'est très juste, mais je voulais avoir un petit peu ton avis sur la définition des relations sociales. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que tu trouves que c'est indispensable dans la vie ? Est-ce qu'effectivement tu ressens un vrai lien de dépendance ? Moi j'ai trouvé ça... assez intéressant qu'ils utilisent le terme lien de dépendance en fait, parce qu'effectivement on crée des liens avec des personnes et on a une réelle dépendance derrière. Une journée peut être vite gâchée en fonction de tes relations sociales. Tu peux être tout à fait joyeux d'une rencontre avec une personne et au final être hyper content. En fait ça te met vraiment dans un mood, tout comme ça peut te fracasser ta journée aussi. C'est ça, exactement. Il y a les deux opposés. Pour moi, les relations sociales, elles sont vraiment indispensables. Je suis pas sûre que l'homme, de manière générale, soit fait pour vivre seul, ça c'est une certitude. On a forcément besoin des autres pour apprendre des autres, apprendre de nous-mêmes également. Donc pour moi, c'est vraiment indispensable. Après, je pense qu'il faut aussi savoir, rester soi-même déjà dans un premier temps, ça c'est très important, ne pas plaire aux autres pour avoir des relations. Mais sinon, ça prend de l'énergie aussi. C'est ça. C'est hyper énergivore. Et qu'il faut aussi bien choisir ses relations, que ce soit amicales, amoureuses, professionnelles. Je pense qu'il faut aussi bien choisir. Bon, des fois, on n'a pas le choix. Oui. Mais... faut bien s'entourer. Voilà, faut bien s'entourer. Et à partir du moment où quelque chose ne nous convient pas, ou quelque chose commence à être néfaste pour nous, pour notre bien-être, il faut tout de suite couper court. Faut pas avoir peur, en fait, de couper court. Et... C'est ça. On sait ce qu'on quitte, on sait jamais ce qu'on retrouve, mais on sait ce qu'on quitte et je pense que c'est important quand c'est très mauvais, en tout cas pour la santé mentale, de dire stop et de partir tout simplement. Il vaut mieux partir que de rester et de se sentir vraiment très très mal. Exactement, et puis il faut s'entourer des personnes qui nous correspondent aussi. Hein. Je voulais un petit peu évoquer aussi le fait des injonctions sociales, c'est-à-dire le fait que la société dicte quelque chose comme normal et quelque chose comme pas normal. Par exemple, d'aller manger au restaurant tout seul ou d'aller au cinéma tout seul. C'est des injonctions sociales qui nous bloquent, qui nous font croire que ce n'est pas normal, alors qu'au final, certes, il y a les relations sociales, il y a le fait de s'entourer auprès de personnes, mais on peut... Moi, j'adore la solitude, par exemple. J'adore passer des moments seuls. Mais effectivement, d'aller manger au restaurant seul, c'est aussi un cap en plus, un step en plus, je trouve. Et je voulais avoir ton avis là-dessus, tout simplement. Alors, deux choses. La première, c'est que je suis pas... Moi, je suis pas tout à fait comme toi, dans le sens où avant, je détestais être seule. Vraiment, je détestais ça, j'aimais pas ça, ça me faisait peur parce que du coup, je me retrouvais face à moi-même. Et j'aimais pas ça. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul et de maturité, n'est-ce pas ? J'aime bien ces moments où je suis seule, où je peux profiter de moi-même, me poser des questions, faire quelque chose sans rendre de compte à personne. Mais j'aime aussi les moments passés avec d'autres personnes. L'autre jour, j'ai une discussion avec ma maman. Maman, si tu m'écoutes, je te fais un bisou. Où je lui ai dit, est-ce que tu trouves ça bizarre d'aller au cinéma toute seule ? Et je lui ai dit, mais tu vois des gens aller au cinéma tout seul ? Et elle me dit, à part les personnes un peu plus âgées, ce qui est normal, ce qui est fréquent. J'allais au cinéma mais ce qui est fréquent, et justement, c'est ce que tu disais, de dire que la société pas nous impose, mais nous montre ci ou ça. Et c'est vrai que moi aussi, dans ma tête, je me disais, moi j'ai l'exemple de ma mamie, pareil, mamie, bisous. J'ai l'exemple de ma mamie qui, elle, va au cinéma toute seule, et c'est très bien, mais c'est sûr que c'est moins fréquent de notre âge, je trouve. Oui, effectivement, c'est moins fréquent. Pour être honnête, j'y suis allée que 2 fois. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien développer un peu plus. Parce que du coup, tu te prends moins la tête. Tu as envie d'aller voir un film, t'y vas. T'attends pas qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt pour y aller. Je trouve que déjà, ça, c'est une vraie liberté. Quelqu'un veut voir un film et toi, tu veux pas le voir, tu veux en voir un autre. Je trouve que c'est des contraintes. Et que du coup, quand tu le fais seul, t'as plus ces contraintes, mais tu vas regarder ce que tu veux, tu vas à l'heure que tu veux, et tu vas quand tu veux surtout. Donc moi j'aime vraiment l'idée, j'aime beaucoup être seule, passer du temps seule, moi ça me recharge mes batteries. J'adore aussi être à plusieurs, franchement faire la fête et tout, mais il me faut des deux pour avoir un équilibre dans ma vie en tout cas. Et aller au cinéma seule, j'ai vraiment trouvé un grand plaisir là-dedans, même si je le fais très peu au final, parce que effectivement c'est un step à passer, et c'est un peu mal vu au final, et je trouve ça tellement dommage parce qu'en vrai c'est un vrai plaisir. Oui, c'est sûr, faut le voir comme un vrai plaisir. Après, du coup, je rebondis à ce que tu dis. On parle aussi, ou
ou plutôt on n'en parle pas assez, de l'épuisement social, puisque personnellement, pour l'avoir vécu, être beaucoup avec des personnes et ne jamais se retrouver seule, ça t'épuise à un moment donné. Tu rentres chez toi, t'es très fatiguée et t'arrives pas à recharger tes batteries et à te remettre. Et t'es obligée de passer par ce moment de solitude. Oui. Chose qui est pas forcément facile pour certaines personnes, mais plus tu grandis et plus tu vois que c'est nécessaire, quoi. Bah oui, c'est ça, prendre du temps pour soi, prendre du recul et juste profiter du silence aussi, de la solitude. Pour moi en tout cas, ça fait un bien fou. Également, je pensais au fait aussi d'aller manger seule. Aller au restaurant seul, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait. Manger seule, je l'ai fait. Pour l'instant, ça va. Je le vis plutôt bien d'aller à chercher à manger, de s'asseoir sur un banc, profiter de la nature, tout ça. Ça va. Ça va. Mais d'aller au restaurant seul, je trouve qu'il y a vraiment un gros jugement. Et puis, je trouve pas... En tout cas, j'arrive pas à trouver l'intérêt d'aller dans un restaurant et de profiter d'un bon plat seul. Pour moi, vraiment, la nourriture, en tout cas, c'est du partage. C'est du partage, totalement. Je suis d'accord. J'ai beaucoup de mal. C'est comme j'avais déjà évoqué avec mon frère, coucou si tu passes par là. Lui, quand il est seul, il peut se faire un Uber Eats, commander à manger tout seul, profiter d'un plat. Moi, fast-food est associé à un groupe d'amis. J'arriverais pas à manger un fast-food toute seule parce que pour moi, c'est vraiment associé à quelque chose avec les gens, en fait. Après, ça te fait faire des économies, hein, franchement. Oui, mais... Non, mais franchement, c'est super. Je doute pas là-dessus, mais j'ai associé ça, du moins, à un moment de partage. Et du coup, ça rentre dans mes relations sociales. C'est mes habitudes de relations sociales, c'est manger à l'extérieur, en tout cas. Je vais enchaîner du coup sur les termes qui sont assez connus maintenant puisqu'on en parle pas mal aujourd'hui, mais des termes FOMO et d'un nouveau terme peut-être un peu moins connu, le ROMO. Donc, je vais revenir un petit peu sur la définition. Donc, le FOMO, c'est la Fear of Missing Out, donc c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. L'expression, elle est en général utilisée pour tout ce qui est réseaux sociaux. Elle a été utilisée après le confinement dans la vie sociale des gens, plus globalement. Et donc, le fait de rater un événement, quelque chose d'important. Est-ce que tu ressens ce besoin de toujours être connecté, de toujours participer à quelque chose? Est-ce que tu as cette peur ou pas de manquer un événement? Alors oui, ça m'est souvent arrivé, mais pas au niveau connecté pur, c'est-à-dire pas au niveau tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. D'accord. Événements physiques, sorties entre copains, même des événements... peu importe le type d'événement. Oui, ça oui, parce que j'ai toujours l'impression, du coup, que je vais manquer quelque chose. Ensuite, tu te retrouves avec, par exemple, ton groupe de copains-copines, ils parlent de cette chose-là, mais toi, tu n'es pas dans le groupe. Donc avant, oui, j'y portais beaucoup d'importance. Aujourd'hui, encore une fois, vu que maintenant, je suis dans la vie professionnelle, j'ai pas le temps d'aller à tout, de tout voir, tout entendre. Mais c'est pas possible tout simplement d'être à tous les endroits. Non. Sinon on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on s'épuise et puis ça fonctionne pas. Mais non, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression d'être en thérapie là. Mais aujourd'hui non, je suis pas, j'ai pas peur de manquer quelque chose. C'est pas une peur irrationnelle parce que pour moi les peurs c'est irrationnel. C'est pas une peur. Des fois c'est pénible parce que forcément t'aurais bien aimé y être, mais je me plie pas en quatre pour y être, à déplacer mon emploi du temps. Et toi? Et moi, ça va très bien. En fait, je le vis plutôt bien. Non, en vrai, pour être honnête, c'est vrai que ça fait toujours un manque quand tu loupes quelque chose. Effectivement, comme tu as dit, t'as peur de mince, j'ai loupé ça, ils vont en parler, mais moi j'y étais pas. Ils vont croire que je suis pas à tout, mais en même temps, c'est pas possible d'être à tous les endroits à chaque fois. Et moi, j'ai eu cette peur aussi, vraiment liée au réseau. J'ai eu des phases où si je n'étais pas connectée à l'actualité, si je regardais pas un truc en direct dans une journée, j'avais l'impression d'être détachée de la réalité. C'est vraiment bizarre, mais c'était vraiment une période où fallait que je regarde quelque chose sur internet en direct de ce qui s'est passé dans le monde. Me dire ok, ça c'était en direct, donc c'est la vie, la vraie vie qui se passe, et du coup je suis rattachée à ça. Je le vis mieux maintenant, j'ai plus besoin, parce que après avec toutes les activités pro, etc., t'as juste pas le temps de tout suivre. Mais effectivement, à cette période, j'avais ce besoin de regarder quelque chose sur les réseaux en direct, de me dire ok, je suis rattachée à quelque chose qui se passe dans le monde et donc je suis rattachée à la réalité. Mais comment t'as fait pendant le confinement? Parce que, vraie question, hein. Pendant le confinement, j'étais incapable de regarder les infos tellement c'était anxiogène. Alors pas forcément regarder les infos, mettre BFM TV en boucle, c'est vraiment pas une bonne idée, mais tout simplement je regardais un contenu en direct, que ce soit un live, une story, il me fallait quelque chose en direct. Mais je me soigne. Ravi de l'entendre. Non, j'ai toujours...
je peux pas passer en tout cas plusieurs jours à ne pas suivre quelque chose en direct, c'est parce que ça me stresse. Je me dis que j'ai l'impression de louper quelque chose dans le monde, donc effectivement je dois souffrir de FOMO, ce qui est génial. Mais ce que je trouve important aussi et ce que j'arrive à faire de plus en plus, il y a un terme qui a été mis en avant ces derniers temps, c'est le ROMO. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si tu connais toi Marine, mais c'est la Relief of Missing Out, donc c'est-à-dire, c'est tout l'inverse, le soulagement de rater un événement. Et donc là, ça s'applique justement par rapport à tout ce qui s'est passé après le confinement, le Covid, etc. De ne pas regarder en fait les infos et de louper les infos qui sont justement anxiogènes. Donc avec tout ce qui se passe malheureusement dans le monde, que ce soit l'écologie, la guerre, le Covid quand il y a eu la période Covid, de ne pas regarder les infos justement pour éviter cette source d'angoisse qui est anxiogène en fait et qui nous fait mal à notre santé mentale tout simplement. Donc de s'en éloigner. Mais moi je me retrouverais plus là-dedans aujourd'hui. Ouais. Alors, avant confinement, plus le début, j'étais dans le premier. Ouais. Post-confinement, je suis plus dans le deuxième. Parce que justement, j'ai réussi à trier les infos que je devais regarder ou non en fonction du taux d'anxiété, on va dire. Mais oui, je pense que je suis plus dans le deuxième aujourd'hui. J'arrive plus à me détacher et à prendre du... Ça veut pas dire que je regarde pas l'actualité, heureusement, parce que sinon... je serais complètement déconnectée de tout, mais j'arrive à prendre du recul et à me dire bon, ok, je sais qu'il se passe ça, je suis au courant qu'il se passe ça, je sais les tenants, les aboutissants, mais je veux pas en savoir plus pour le moment, ou alors je veux en savoir plus parce que ça m'intéresse ou parce que c'est grave ou machin. Mais c'est toi qui vas aller chercher l'info et pas une chaîne de télé en boucle sur un même sujet. Ah non, pitié. Non, c'est vraiment anxiogène en tout cas de mettre les infos aujourd'hui. Je sais pas si... Je pense pas que c'était comme ça à l'époque. Je suis pas sûre d'être du même avis que toi parce que je pense que ça a toujours existé, mais pense qu'avant on n'avait pas le même regard, c'est-à-dire qu'on était des adolescentes entre guillemets, on est des jeunes adultes aujourd'hui. Il y a des choses qui nous touchent plus, par exemple je te dis n'importe quoi, le pouvoir d'achat, ne serait-ce que ça, tu vois, c'est des choses qui nous touchent plus, donc je pense qu'il y a des sujets qui existaient déjà avant qui étaient autant mis en avant, mais nous on les percevait pas comme ça. Après il y a aussi des sujets qui n'étaient pas mis en avant. Je pense à l'écologie, c'est des sujets qui étaient très d'actualité également, mais qui étaient juste tout simplement pas mis en avant et pas exposés à ce point-là. Après le rôle de la télé, surtout des chaînes télé, ça a toujours été d'informer, mais pas que, aussi un peu, ça a toujours ramené de l'anxiété aux gens. Et c'est pour ça qu'il faut se connaître soi, pour savoir quelle est notre capacité en fait à consommer de l'actualité anxiogène ou non. Et à trier surtout. C'est ça, c'est ce que j'allais venir, à trier, à savoir ce qu'on peut prendre comme info et à aller chercher tout simplement nous-mêmes les actualités en fait. Pas juste allumer une chaîne de télé, mais aller regarder le journal, des articles, aller chercher de l'information ailleurs. Lisez le journal, c'est bien. Donc, tout ça nous épuise mentalement. Exactement. Et donc on passe, super transition, on va passer à la partie fatigue sociale. Donc je suis allée dénicher quelques petites informations sur la fatigue sociale dans les magazines en ligne. On a tous donc une batterie sociale différente, on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu. Il faut écouter comment fonctionne notre batterie sociale, mais du coup pour savoir comment fonctionne notre batterie sociale, il faut savoir qu'est-ce qui nous épuise. Et selon, j'allais un petit peu regarder un article de Marie-Claire qui évoque les types d'interactions sociales qui nous épuisent le plus, qui a été elle-même appuyée sur une étude menée par des chercheurs de l'université du Kansas, ils évoquent plusieurs points qui épuisent notre batterie sociale. En première position, on retrouve l'interaction la plus énergivore, c'est celle avec les personnes avec qui on n'est pas connecté, donc avec qui on n'a pas de lien relationnel. Ce qui paraît logique puisque tu vas essayer de t'intéresser à elles, tu vas essayer de te montrer au mieux pour les intéresser et pour que ça se passe bien. Exactement, et puis même il y a aussi quand tu découvres une personne, quand il n'y a pas le feeling, c'est aussi dur d'avoir un lien, tu cherches toujours à avoir de l'interaction, à ce qu'il n'y ait pas de blanc, parce que tu peux trouver ça gênant, c'est toujours avoir un blanc avec un ami c'est facile, mais avoir un blanc avec une personne que tu ne connais pas, c'est tout de suite anxiogène, donc tu vas chercher des sujets, tu vas essayer d'apprendre la personne et essayer de ramener des sujets pour pas que ça paraisse bizarre, et au final c'est ce qui demande le plus d'énergie. Donc eux recommandent tout simplement d'éviter ce genre de conversation. Voilà, y a pas mieux. Tout simplement, partez, fuyez. C'est ça. Non, plus sérieusement, si vous avez la possibilité d'éviter ce genre de conversation, effectivement, n'en ayez pas tout simplement. C'est ça. Mais il y a des situations où c'est pas possible. Et juste, un conseil, juste c'est pas grave d'avoir des blancs avec des personnes, ça sera gênant sur le moment, mais
On n'en meurt pas, je vous rassure. Heureusement. C'est comme ça, il y a des gens avec qui on n'est pas connecté, ça matche pas, et c'est pas grave en fait. Faut pas chercher à plaire à ces personnes-là, et il faut juste... Justement, restez vous-même et... Exactement, faut pas forcer les choses, ça ne sert à rien. En deuxième point, on retrouve les disputes et les débats. Donc ce qu'on fait un petit peu actuellement, mais il y a aussi les discussions au travail ou à l'école, donc des conversations qui ont un enjeu. Bah forcément, ça engendre du stress, donc c'est sûr que ça épuise. Après, les disputes et les débats, oui et non, dans le sens où en fait tout dépend de la personne que tu es et la batterie effectivement que tu as. Mais personnellement, tu vois, je sais qu'un débat ne va pas forcément m'épuiser et une dispute ne va pas non plus m'épuiser, tu vois. Alors peut-être un peu, mais pas autant qu'une autre personne. Ça dépend vraiment de toi. Mais je pense que ça dépend aussi de l'enjeu, pour le coup, de la dispute. Ça dépend de l'enjeu du débat. Si c'est un petit débat sur qu'est-ce qu'on mange ce midi, effectivement, ça va pas m'épuiser. Ah, ça peut créer une dispute quand même. Effectivement, mais l'enjeu de la dispute sera quand même assez léger. Oui, c'est sûr. C'est sûr. On retrouve en troisième position une énergie différemment investie selon les personnes avec qui nous conversons. Donc effectivement, ils disent qu'avec des personnes avec qui on est familière, on investit plus d'énergie parce qu'on s'intéresse plus profondément, en tout cas à la personne, et on s'investit plus personnellement. C'est-à-dire qu'on parle avec elle à cœur ouvert, et en fait ça demande plus d'énergie, mais... c'est pas de la mauvaise énergie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, ça demande plus d'énergie parce que du coup, forcément, on est avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, donc on va plus s'investir et plus donner de sa personne, mais c'est pas pour le mal pour le coup. Donc c'est pas une mauvaise chose en tout cas d'épuiser sa batterie sociale avec les gens qu'on aime. Non, c'est sûr. Bah, il y a plus d'intérêt de le faire avec des gens que tu aimes que des gens que tu connais pas. Dans le sens où avec des gens avec qui t'as pas le feeling, comme on disait tout à l'heure. Moi, je préfère m'épuiser avec des gens que j'aime qu'avec des gens que je n'apprécie pas ou avec qui ça ne matche pas, tu vois. Et puis, au-delà de ça, avec les gens avec qui t'aimes, ça t'épuise de l'énergie, mais ça te recharge aussi ta batterie d'un autre côté. Oui, c'est sûr. Donc, au final, ça s'équivaut. C'est ça. Et enfin, il préconise de se protéger des interactions épuisantes pour éviter le burn-out social. Et justement, on en vient. On va éplucher un petit peu les conseils pour éviter ce fameux burn-out social qui a été mis en avant, du moins ces dernières années, puisque c'est... La santé mentale, c'est quelque chose d'assez nouveau au final sur... On en parle plus. Pas nouveau, mais on en c'est parle, pas nouveau, mais c'est beaucoup plus. Il y a moins de tabou là-dessus. Et c'est bien. Exactement. C'est une bonne chose parce que ça conforte dans l'idée que, par exemple, on n'est pas fou ou que c'est pas, on n'a pas un problème ou quelque chose comme ça. Vraiment, ça aide bien. C'est important d'en parler. Et du coup, pour éviter ce fameux burn-out social, en premier point, on retrouve le conseil d'y aller en douceur, c'est-à-dire de s'écouter. Si on veut faire quelque chose, on le fait. Si on ne veut pas, on le fait pas. On y va tout en douceur. C'est ça, et faire vraiment preuve de bienveillance envers soi-même. Si on va pas quelque part, si on ne fait pas quelque chose, ce n'est pas grave. Ça nous amène du coup au deuxième point, qui est de ne pas dire oui à tout. Vraiment, c'est pas grave. La terre tournera encore demain. Exactement. Même si vous dites non. Ce n'est vraiment pas grave. Il faut surtout trouver ses propres limites. Exactement. Et ne pas les franchir. À partir du moment où vous franchissez votre limite, là c'est la fin. Là c'est tendu là. Exactement. Et du coup, connaître ses limites. Et le troisième point, c'est faire des pauses. Donc quand on connaît ses limites, on fait une pause, on prend du recul, on souffle. Ça me fait rire de parler de ça parce que ce n'est pas du tout moi. Il faut s'écouter, Marine. Moi c'est j'ai important. du mal. C'est pas que j'ai du mal à m'écouter parce que je connais mes limites, mais j'ai trop souvent tendance à les franchir parce qu'on n'a qu'une vie et parce que voilà. Exactement, mais bon, au bout d'un moment, c'est peut-être plus bénéfique en tout cas de faire des pauses plutôt que de franchir les limites, parce qu'une fois que t'es en dépression, c'est compliqué d'en ressortir. Non, ne prenez pas ces exemples-là. Ne franchissez pas vos limites. Quatrième point, restez positif. Effectivement, je pense que le monde a assez de malheur comme ça. Si on peut trouver le positif dans quelques petits détails, lire un livre, sortir dehors. Exactement, faire quelque chose qui nous fait du bien. Voilà, exactement. Et enfin, et ça je trouve que c'est hyper important, mais se rappeler que non, ce n'est pas un gros mot. On a le droit de dire non, les gens vont s'en remettre, tout va bien se passer. Ah, vraiment. Vous n'allez pas perdre vos amis parce que vous avez dit non à une soirée. Si c'est le cas, ce ne sont pas de vrais amis, qu'on soit clair. Vous avez le droit de refuser une soirée. Comme disait Marine, la Terre va continuer à tourner. C'est sûr.
Et enfin, ce qui est important surtout, c'est respecter sa zone de confort, puisque respecter sa zone de confort, c'est respecter avant tout sa santé mentale. Et aujourd'hui, la santé mentale, c'est primordial pour tout, puisque le physique suit avec votre mental. Exactement. Si vous êtes épuisé mentalement, physiquement, vous allez vite le ressentir. Il faut respecter sa santé mentale, on en parle de plus en plus, et c'est hyper important pour tout, en fait. Puis pour son équilibre, trouver un équilibre, c'est très très important. Globalement, voilà, vous avez compris l'idée, c'est respecter sa zone de confort pour préserver sa santé mentale. J'espère que nos petits conseils et ce petit débat autour de relations sociales, de personnalité et de batterie sociale vous a plu. N'hésitez pas surtout à nous faire part de vos retours, de vos commentaires. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de parler, on est là. Rendez-vous sur notre page Instagram Rocket Talks Podcast tout attaché. On se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas surtout. Exactement, et puis nous on se retrouve dimanche prochain à midi pour un nouvel épisode. À dimanche!